Laura Alcoba, voilà, elle est là. Elle est là. Oh, on applaudit, hein? Tu ne veux pas le croire? Bonjour. Merci pour l'accueil. Vous ne pouvez pas imaginer. Bon, merci beaucoup pour l'accueil, pour l'intérêt pour mon travail. Je suis très touchée, donc voilà. Je veux dire à Laura que depuis l'année dernière, nous sommes un peu en modo alcoba, comme j'ai voulu l'appeler comme ça, modo Oui. alcoba, parce que avec mon groupe première lecture, un groupe que j'ai créé à l'Alliance, justement, nous avons commencé à lire de la littérature en française avec votre œuvre. Et j'ai commencé par Le bleu des abeilles, non pas dans l'ordre établi, mais dans le désordre établi. Le bleu des abeilles, ensuite La danse de l'araignée et finalement ensuite, oui, et finalement Manège, c'est-à-dire le dernier de la trilogie, Oui, qui était en réalité le premier. tout à Et fait. cette œuvre, je dirais, bon, lumineuse, cette voix cristalline, comme dit Merci. Daniel Pénac, nous a accompagnés tout au long de la pandémie. Et ce n'était pas une petite chose pour nous. Parce que on a senti aussi que ces romans étaient un acte de résistance pour nous. Est-ce que vous considérez votre littérature comme une sorte de résistance, une sorte de boussole, comme vous le dites dans le premier chapitre de La danse de l'araignée? Merci pour cette présentation. Et je suis émue, touchée d'avoir accompagné de cette manière la pandémie qui a été un moment très éprouvant pour tout le monde. Et les livres qui nous ont accompagnés, les voix, ce qui nous a aidés à tenir, je sais que ça vient prendre une place très particulière, je crois, dans l'histoire de chacun. Donc oui, donc cette première question, un acte de résistance, oui, je ne sais pas si je le dirais comme ça, c'est toujours très difficile. Ce qui est certain, c'est que ces 3 livres se sont imposés à moi. Donc, j'avais besoin de les écrire. Je savais depuis longtemps que j'allais écrire quelque chose qui allait ressembler à Manège, mais j'ai beaucoup différé, longtemps différé l'écriture de ce livre. Je ne sais pas pourquoi. Je pense essentiellement, je me posais plein de questions sur ma légitimité à écrire cette histoire. Après, oui, est-ce que c'est un acte de résistance? En tout cas, une nécessité, c'est sûr. Moi, je le dirais plutôt comme ça. Pour moi, c'était de l'ordre de la nécessité. Ça touchait à quelque chose que j'avais besoin de mettre en mots, qui était cette expérience très, très particulière de, de la dictature, mais plus que, enfin, de la dictature, de la peur, mais aussi une expérience très profondément liée au silence et à la difficulté de parler. Donc, pouvoir mettre en mots quelque chose qui était resté gravé en moi et très profondément lié à une sorte d'interdit dans la verbalisation, c'était vraiment voilà, un défi un petit peu d'arriver à le dire, à le mettre en mots, à le travailler littérairement. Donc, pour tout cela, peut-être, oui, qu'il y a de la résistance dans ce projet, parce qu'il s'agissait de surmonter tout cela.
La, Ces les couches, peurs. ces couches de silence, Oui, ça, de peur. Effectivement, j'ai lu que vous aviez dit dans un entretien que vous avez écrit cette œuvre pratiquement dans la clandestinité par rapport à votre maman. oui, Et oui, qu'elle c'est l'avait vrai. lu quand le manuscrit était déjà prêt et approuvé par votre maison d'édition. Tout à fait, c'est vrai. Je m'en suis rendu compte après. C'est bizarre parce que sur le moment, c'était spontané. Je savais, on se voit régulièrement. Elle vient régulièrement chez moi, ici, là, dans ce lieu que vous voyez. Et, euh, et je ne savais pas très bien si j'allais finir ce livre. Je ne savais pas si ça allait être un livre. Je savais que j'avais besoin de l'écrire. Et je savais en même temps que pour elle, c'était extrêmement douloureux, ça l'est encore aujourd'hui, d'évoquer cette période. Nous ne le faisons jamais, pour plein de raisons. Je pense que c'est très difficile d'avoir survécu à une histoire dans laquelle tant de personnes ont perdu la vie. Et pour elle, c'est quelque chose de douloureux encore aujourd'hui, donc elle n'en parle pas du tout. Et moi, je savais que j'étais en train de remuer cette mémoire qui était attachée à une forme de non-dit, d'autocensure, et qu'il est encore aujourd'hui, malgré l'écriture de mes livres. Et je ne voulais pas la tourmenter avec ça. Donc, lorsqu'elle venait à la maison, si j'avais imprimé des pages, parce qu'en général, j'écris sur mon ordinateur, j'imprime des pages, il y a des choses qui viennent à la main, et puis ensuite, je retourne, je modifie mes fichiers, etc. Et comme je ne savais pas ce que j'allais faire de tout ça, je m'étais dit, c'est pas la peine de la tourmenter avec le fait que je retourne par l'écriture à ce moment dont nous ne parlons jamais. Et donc, à chaque fois, quand elle venait à la maison, je cachais tout. Si j'avais un fichier sur mon ordinateur, je le fermais, je prenais soin de le fermer. Ou alors, si j'avais imprimé des pages, je les glissais voilà, dans une pochette, dans une chemise cartonnée. Et après coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai écrit ce livre dans la clandestinité d'une certaine manière, en me cachant. Et c'était très, très troublant d'en prendre conscience, mais c'est vrai que j'en ai pris conscience après la publication du livre. Oui. C'est-à-dire que Amalia est un peu, nous avons observé ça, le lien et la mémoire, n'est-ce pas, de ce passé dans la Oui. danse de l'araignée. Elle agit un peu comme cet éveil et cette permanence de la mémoire et de la transmission de cette mémoire pour que les autres puissent en même temps, n'est-ce pas, la rendre toujours vivante. Oui, oui, tout à fait. Amalia a ce rôle dans le livre, et c'est vrai que c'est très présent dans la danse de l'araignée. Elle raconte des histoires dans l'histoire. Et, euh, et effectivement, elle fait le lien entre la vie de la narratrice en France et puis ce passé argentin et cette espèce de passé encore brumeux, hein, pour la narratrice, mais dont elle sait voilà, qu'il est attaché à des histoires douloureuses, des histoires qu'elle a en partie vécues, mais pas seulement, enfin aussi toutes les autres histoires. Et c'est Amalia qui est la conteuse un peu, qui est Oui, celle qui oui, porte. justement, votre maman n'est jamais revenue, n'est-ce pas, à la Casa de los Conejos. Non, en Argentine, oui, mais à la Casa de los Conejos, jamais. Et elle, je crois qu'elle pourrait pas survivre à cette émotion, en fait. Oui, Pour moi, c'était essentiel d'y aller, d'y retourner. Le retour physique, c'est quelque chose a été vraiment à l'origine aussi du livre, hein. Il y a des oui. souvenirs, des choses qui sont remontées au contact de ce lieu. Très, très concrètement, hein, je touchais les murs, etc. J'avais l'impression que ma mémoire se mettait en éveil, que des images me
revenait. Mais ma mère ne peut pas faire cette démarche. Pour l'instant, je ne sais pas si elle le fera un jour, mais je ne crois pas. Nous avons des étudiants dans le groupe que, après avoir lu Manège, sont allés faire la visite de la Casa de los Conejos Oui, aujourd'hui, déclarée lieu de mémoire. oui, Hein. tout à fait. Et je ne veux pas monopoliser la parole, mais j'ai encore une question par rapport à tout ce que vous dites de cette histoire vécue, n'est-ce pas? Et on a envie de vous demander si vous avez l'impression, après avoir écrit cette trilogie avec cette histoire tellement touchante, d'avoir brûlé tous vos vaisseaux, comme en espagnol on dit, et quemar las naves, n'est-ce pas? C'est-à-dire comment on sort d'une écriture aussi radicale et Je ne sais pas, j'écris vraiment des livres dont le sujet s'impose à moi. Je crois que ça, pour moi, c'est très important. Pas dans une. J'ai l'impression que j'écris les livres que je sens que je dois écrire. Donc, je ne sais pas si c'est. Peut-être que s'il y a une forme de radicalité, c'est d'écouter ce besoin impérieux. Mais là, j'ai un livre qui va paraître dans quelques mois en France, que j'ai mis beaucoup de temps à écrire et qui s'est aussi imposé à moi de cette manière-là. Donc, je pense, enfin, je n'ai pas fini, je ne suis pas sortie, disons, de ce désir d'écouter ce que je pense devoir écrire, mais je ne sais pas le dire autrement, je ne sais pas si c'est si c'est clair, formulé de cette manière-là, mais c'est vrai que je sens une sorte de nécessité d'écriture. Et je suis toujours à l'écoute de cette nécessité. comment il s'appelle ce nouveau livre? Vous pouvez nous le dire? Oui, je peux, oui, il s'appelle Par la forêt. Par la forêt. Oui, voilà. Voilà. Bien, merci. Je donne la parole à ceux qui ont une question sur Manège, sur la première partie de la trilogie. Oui, Oui, bonjour. bonjour. Et, en écrivant Manège, quels étaient les passages ou les moments les plus choquants, les plus douloureux pour vous de la petite histoire? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. C'est vrai qu'il y a des passages que j'ai écrits dans un grand trouble où j'avais l'impression, c'est bizarre parce que j'écrivais en français, des choses que j'avais vécues en espagnol, et j'écrivais et en même temps je les revivais. Et ce sentiment d'être en France en 2006, hein, je crois que c'était l'année 2006 quand j'ai fini ce livre. Donc j'étais en France en 2006 et puis j'étais en Argentine en 76. J'étais en français et je revivais des choses que j'avais vécues en espagnol et il y a eu beaucoup de scènes où j'étais au bord des larmes, où j'étais dans un état un peu de transe, un peu étrange. Mais voilà, donc quel est le... Il y en a eu beaucoup, j'ai une grande émotion à faire parler Diana, sachant qu'elle était morte et les circonstances de sa mort. Je crois que les moments les plus émouvants pour moi dans l'écriture avaient trait à elle, à sa présence dans le livre. Pas tellement à des choses que j'avais vécues. Moi, si, mais ce qui était très émouvant pour moi, c'est de la faire vivre dans un livre alors que je savais comment elle était morte.
oui, je crois que c'est ça qui m'a le plus bouleversée et émue dans l'écriture. La scène de la veste m'a aussi beaucoup remuée. La manière, la scène liée à la voisine et lorsque la voisine demande le nom de famille et voilà, ça correspond à un souvenir très très précis que j'ai durant mon séjour dans cette maison, et la manière dont Diana a réussi à arranger la situation et à me protéger. Ce sont des scènes qui étaient très émouvantes pour moi parce que je la voyais dans ce rôle un peu apaisant, maternel, et en même temps sa maternité brisée et était présente fortement dans ces scènes où elle apparaissait si douce et si protectrice. Et oui. Merci. Je peux dire. Y a-t-il quelques sentiments de reproche à vos parents sur la vie que vous avez vécue pendant votre enfance? Alors, c'est difficile de répondre à cette question. C'est difficile de répondre à cette question par oui ou non. Je ne peux pas répondre à cette question par oui ou non. Je sais que la difficulté qu'a ma mère encore très fortement à parler de tout cela et à l'entendre, elle est liée fortement à une culpabilité profonde de sa part, de m'avoir exposée, disons, de cette manière-là à ces situations qui, de toute évidence, n'étaient pas faites pour une enfant. Ça, bon, je veux dire, c'est pas le récit d'une enfance héroïque, militante. Quand les gens font ce genre de lecture, moi, ça me fait toujours un peu bizarre parce que de toute évidence, c'est une enfant qui a un costume qui est beaucoup trop grand pour elle, qui ne peut pas être là. Ça, c'est un fait. Et ça, c'est tout à fait démontré dans le roman, quand vous dites « je n'étais pas à la hauteur ». Voilà. C'est écrit, c'est écrit. Voilà. En même temps, il y a eu tant de morts, tant de disparitions, tant d'enfants, et Kalanaï, aujourd'hui disparu, qui aurait une forme d'indécence, à mon avis, à dire, mais enfin, vous voyez ce que vous m'avez fait, ce n'était pas ma place, etc. Donc, ce n'est pas formulé de cette manière-là pour cette raison-là. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile de répondre de manière par oui ou par non. C'est bien sûr, et en même temps, c'est un peu... bien sûr que j'aurais voulu avoir une autre enfance, ça c'est l'évidence. Mais en même temps, c'était un tel moment, un moment tellement compliqué, tellement violent. Il y a eu tellement de personnes qui ont perdu la vie dans cette histoire que je ne voulais pas du tout écrire dans une perspective un peu de procès aux parents ou de règlement de compte, pas du tout. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle je crois que c'est le point de vue de l'enfant qui est adopté. L'enfant vit les choses comme ça, c'est une réalité très violente, elle est comme ça. Et il n'y a pas de discours qui vient accompagner cette expérience-là. Elle est donnée dans sa violence et en même temps dans sa complexité, je pense, parce que le moment était très complexe aussi. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci. Merci. Je vais passer la parole à une autre étudiante. Et Andrea,
Tu as levé la main? Oui. Ah, ok. Bonjour, Madame Malkova, quel honneur de partager ce moment avec vous. Merci. Et je voudrais vous demander comment vous avez trouvé cette voie narrative, c'est-à-dire ces points justes entre ne pas conduire un procès aux parents et ne pas juger et en même temps ne pas idéaliser. Oui. Et c'était une décision que vous avez prise avant d'écrire ou ça a se développé au fur et à mesure? Merci. Merci. C'est vraiment la voix de l'enfant et cet équilibre dont vous parlez, je l'ai trouvé vraiment en écrivant, en avançant dans le livre. C'est pas du tout quelque chose que j'avais décidé au départ. J'ai rencontré, c'est drôle, ce matin, une étudiante qui va faire son mémoire de master sur... alors, elle hésite encore, sans doute sur le bleu des abeilles, peut-être sur... Elle m'a posé un peu cette question aussi. Donc, ce que je peux dire... Donc, déjà, la voix de l'enfant s'est imposée à moi durant l'écriture. Je n'avais pas cette idée au départ. Je comptais faire quelque chose de plus classique, je dirais. Peut-être j'avais une idée un peu 19e siècle d'un roman historique. Enfin, bon, pas tout à fait ça quand même, mais j'imaginais que dans la mesure où j'écrivais en français, pour un lecteur français qui ne sait rien de l'Argentine, je me disais si un jour ce livre est publié, bon, il se trouve que, bon, après, je me disais si un jour ce livre est publié, il sera publié en France, les gens ne savent rien sur Montoneros, la dictature, tout ça, pour eux, c'est, voilà, donc il va falloir que je donne des clés. Mais immédiatement, quand j'ai commencé à travailler sur mes souvenirs, c'était même pas moi en 2006 qui me souvenais. Je vivais ce que j'écrivais. Et c'était très troublant. Alors, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ça? De ce qui sort de ces textes que je suis en train d'écrire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est vraiment... J'avançais et le texte s'écrivait, je dirais presque tout seul, mais depuis quelque chose qui venait de très loin, en fait. Et au départ, je me suis dit, bon... Enfin, au départ, quand ça a commencé à prendre forme... que cette voix sortait, qui était une petite fille de 8 ans qui parlait en français, mais qui parlait de 76. Des émotions, des choses que je n'avais jamais formulées, que j'exprimais pour la première fois. J'avais eu l'idée de l'encadrer quand même d'une voix adulte. Et cette voix adulte a existé un peu, mais... Donc, j'ai dans un brouillon très lointain la voix de la petite fille et puis une voix adulte qui explique un peu. Parce que je me disais, il faut quand même expliquer pour le lecteur, il faut lui donner un... Et puis, ça, c'était pour moi, j'ai senti que c'était un piège. D'une part, que la voix adulte était moins forte. Je me suis rendu compte en avançant dans l'écriture qu'elle était beaucoup moins forte que la voix de l'enfant, que finalement, j'avais envie de laisser parler cet enfant. Et d'autre part, que cette voix adulte m'embarquait dans des choses dans lesquelles je ne voulais pas tomber, justement, qui était de porter un regard sur une période que finalement je ne comprends toujours pas en réalité. Donc, je me suis dit, non, c'est depuis la complexité de l'expérience qu'il faut que je l'écrive, et donc c'est l'enfant. Et donc ça, c'est dans l'écriture que c'est apparu. Et ce livre qui est quand même très court, Manège, et les autres aussi, hein, j'ai mis beaucoup de temps à les écrire. Bon, peut-être moins Le bleu des abeilles, La danse de l'araignée, je les ai écrits plus vite. Mais le premier, finalement, accepter que c'était l'enfant qui devait parler, que finalement l'expérience de l'enfant était beaucoup plus complexe. Moi, je déteste les livres où on présente quelque chose et on vous dit comment il faut le lire. Voilà, donc ça, bon, en fait, je ne voulais pas ça. Je voulais pas un prêt-à-porter littéraire parce que je trouve ça extrêmement réducteur, très limité. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est l'enfant que je dois suivre et puis c'est tout.
Mais j'ai mis beaucoup de temps à accepter ça, finalement. À un moment, c'est pas que je faisais la guerre à l'enfant, mais je voulais résister. Je disais, bon, cet enfant, mais il faut autre chose. Et en fait, non. Et c'est lorsque je me souviens, je me souviens très bien, lorsque j'ai envoyé ce livre aux éditions Gallimard, ça faisait 2 ans et demi que j'étais en train de l'écrire. C'est vraiment très long. Enfin, pas exactement 2 ans et demi. C'est-à-dire que moi, j'étais retournée en Argentine en 2003. 2003. J'étais retournée en Argentine en 2003 et en revenant de ce voyage, j'avais commencé à mettre par écrit des petites choses. Mais c'était comme des flashs, comme voilà, les choses qui m'étaient revenues en mémoire. Et voilà, et la question, qu'est-ce que je fais de cette chose? Donc, ça a été très long. Et puis, je me suis vraiment complètement... Quand j'ai accepté la voix de l'enfant, en fait, le livre est venu assez vite, en réalité. Mais j'ai mis du temps, je tournais autour, je savais pas comment, par quel... je résistais un peu, pour le coup. Là, on retrouve la résistance, mais je résistais d'une certaine manière à cette voix de l'enfant. Mais j'ai compris dans le brouillon, dans mon brouillon, que la voix était beaucoup plus complexe qu'on pouvait penser au premier abord, et qu'elle était beaucoup plus, que c'était celle-là qu'il fallait que je laisse. Et voilà, mais c'est en écrivant. Moi, je sais jamais ce que je veux faire tant que j'ai pas écrit, en fait. Il y a des auteurs, je pense aussi pour mes livres par la suite, il y a des auteurs qui partent avec un projet très précis, un plan, une sorte de chantier où ils ont déjà, comme un architecte, déjà tout construit, etc. Et moi, non, en fait. C'est en écrivant que je comprends où le texte va, en fait. Mais pour Manège, j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter, à comprendre. Et que, voilà, que c'était cette voix de l'enfant qu'il fallait à laquelle il fallait que je laisse toute la place. Je crois que vous avez dit dans un entretien que c'est un peu votre éditeur qui vous a dit de laisser apparaître la voix de l'enfant. Oui, voilà. Non, c'est-à-dire qu'en fait, non, c'est pas mon éditeur, mais un peu. C'est-à-dire que quand j'ai envoyé le livre à Gallimard, je savais pas si le livre était fini. Je me suis dit, bon, on va peut-être me dire, ça tient pas, parce que justement, il faut autre chose. Et en fait, j'ai envoyé le livre chez Gallimard et il a été accepté tel que. Et je me souviens très bien, j'ai demandé un rendez-vous à enfin, il a disparu aujourd'hui. C'est incroyable. C'est Roger Grenier, en fait, qui est jusqu'à la fin de sa vie. Alors, il est décédé il y a quelques années, à plus de 90 ans. Il a toujours travaillé aux éditions Gallimard. C'est lui qui m'a reçue. Et parce que moi, j'avais besoin d'une lecture, j'avais besoin d'un avis, mais je savais pas si le livre tenait comme ça, en fait. Et il m'a dit, oui, il faut rien toucher. J'ai dit, mais on comprend. Il me dit, mais si, on comprend très bien, et c'est comme ça qu'il faut le dire, et ne touchez rien. Voilà. Et en fait, c'est lui qui m'a... Et il a proposé au comité de lecture, c'est allé assez vite. Mais c'est vrai que moi, j'avais ce doute. Je me disais, est-ce que c'est un brouillon de livre, est-ce que le livre est fini? Moi, je sentais que le livre était fini, mais j'avais besoin que quelqu'un me le dise. Parce que j'avais tellement coupé, et j'avais coupé la voix adulte. J'avais coupé la voix adulte qui, finalement, ne me semblait pas intéressante, et je trouvais qu'elle m'embarquait dans des choses dans lesquelles je ne voulais pas embarquer, en fait. Et donc, je l'ai coupé. Et je pense que c'est bien, mais j'avais besoin qu'un regard extérieur et qu'un regard français, quelqu'un qui ne connaissait rien ou pas grand-chose à cette histoire, me confirme que le livre tenait de cette manière-là. Merci. Et... Daniel? Ah oui, la petite main. Et je tiens aussi à remercier Daniel qui a fait le bon
entre Laura Alcoba et nous, parce que Daniel est le beau-frère de Clara Bauer. Et voilà, c'est à travers Clara que nous avons fait ce triangle merveilleux. Et aujourd'hui, on vous a parmi nous. Merci, Daniel. Merci. Ah oui, je peux faire Bien sûr, poser une Daniel. question. Salut Laura, je te remercie d'être ici avec nous. Merci. Comme Monica a dit, nous sommes arrivés à ton trilogie d'une façon particulière parce qu'on a commencé par le bleu des abeilles, après la danse de l'araignée et après Manège. Mais c'était pas mal parce que c'est comme voir Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux et voir la préquelle. Oui, où ça prend la signification de l'histoire. Et c'est très intéressant. Et tu nous as raconté avant un échange par WhatsApp que nous avons eu, pourquoi Manège dans le titre et pas la maison au lapin. Et c'est très, très, très bon. Et je voulais poser une question. Et dans la trilogie, la narratrice nous apportait souvent sur le sujet de la maison, ou mieux des maisons où elle a vécu. La maison comme un endroit sûr, sans danger, protecteur. Elle dit, et je lis, elle dit, j'ai souvent rêvé tout haut la maison où j'aurais voulu habiter. Une maison avec des tuiles rouges, un jardin, une balançoire et un chien. Ce que je voulais, c'est avoir la vie qui va dedans. D'ailleurs, c'est au chien que je tenais le plus, ou au chat. Mais il y a un moment, une période du temps dans le roman de Manège où la narratrice doit aller vivre avec les grands-parents. Quand la mère s'est enfuie au Brésil, le père est en prison, elle va vivre avec les grands-parents. Et je ne me rappelle bien combien de temps. Mais j'ai imaginé ce temps comme un petit retour à une vie plus normale, et avec l'école, sans peur, et avec des amis peut-être, des jouets, des poupées, tout ça. Mais le livre ne nous raconte pas presque rien de ce temps. Donc, je voulais savoir pourquoi tu penses que la narratrice ne nous dit rien sur cet homme, et si tu peux lui imaginer heureuse pendant cette période. Oui, ce moment est évoqué au début du Bleu des abeilles, en fait. Ça a duré 2 ans et demi, comme le processus d'écriture, c'est drôle, de Manège. Et oui, alors pourquoi ce moment? Parce que je ne sais pas, enfin, il est brièvement évoqué. Il est évoqué comme un accéléré. C'est pas qu'il n'est pas évoqué, c'est comme quand on appuie sur un accélérateur et il est évoqué très très vite. C'est un temps suspendu. Est-ce que c'était un moment très heureux? Non, en fait, parce que mon père était en prison. Ma vie était rythmée par les visites que je rendais à mon père. Un jeudi sur 2, je me souviens. Un jeudi sur 2. C'était le jeudi, les visites. Et ça tombait pendant l'école, pendant le temps scolaire. Donc, manquer tous les jeudis, c'était trop. Un jeudi sur 2. Ça semblait plus acceptable par rapport à l'école. Donc, et ma mère était en exil. Donc, c'était un moment sans
sans parents, bien sûr, mais donc j'étais, oui, chez mes grands-parents. Tout était suspendu. Tout était comme congelé, en fait. C'est-à-dire, je devais rejoindre ma mère et ce moment n'arrivait jamais. C'était compliqué. C'était compliqué parce que ma mère était en fuite, prófuga. Mon père devait signer des papiers pour m'autoriser à la rejoindre. Il avait peur parce qu'il était dans ce qu'on appelait dans la Unidad 9 de La Plata, on appelait le pabellón de la muerte, où il y avait eu des exécutions. Donc, je ne sais pas si c'était un moment très heureux. C'est un moment où moi, j'étais... et puis, chez mes grands-parents, c'est bizarre parce qu'on ne parlait jamais. On parlait jamais de ce que j'avais vécu. Ça n'existait pas. Moi, j'habitais chez mes grands-parents maternels. Et donc, mes grands-parents paternels venaient me récupérer pour m'emmener rendre visite à mon père. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas écrites, même. Je me souviens, parfois, on faisait la queue. C'était très long. On faisait la queue pendant des heures devant la prison. Et puis, quand arrivait notre tour, on pouvait pas. On disait non. Mon père on pouvait pas le voir. C'était terrible parce que je me souviens très bien, ma grand-mère, elle devenait verte. Elle disait, ça veut dire qu'ils peuvent pas le montrer. C'était assez terrible comme période. C'était pas une période heureuse. Je l'ai mis en accéléré. J'ai peut-être des choses encore à écrire sur ce moment-là. Ce genre d'expérience que je n'ai pas écrite, par exemple. Je me souviens, j'imaginais, moi. J'imaginais. Qu'est-ce que c'est quand donc, il avait été castigado, par exemple. On disait, oui. Et puis, ma grand-mère, la mère de mon père, qui disait, oui, c'est parce qu'ils ne peuvent pas le montrer. Donc, moi, j'imaginais des trucs horribles. C'était terrible pour un enfant de vivre ça. Donc, mais j'ai pas... Comme un moment entre parenthèses, un moment pas définitif, seulement entre deux temps. Oui, donc c'était un temps suspendu. Dans l'attente, on attendait... moi, j'attendais de revoir ma mère et en même temps, je savais que si je revoyais ma mère, ça voulait dire que j'arrêtais de voir mon père. Enfin, je ne savais pas si c'était définitif. C'était bizarre. On ne savait pas s'il allait sortir vivant. C'était dit, pas dit. Il y avait très peu de mots sur les situations. Très peu de mots. Moi, je me souviens de ça surtout. Il y avait très peu. Il y a des choses énormes et aucun mot. Je me souviens des enfants aussi, des enfants de l'école. Les enfants, moi, je ne disais pas aux enfants que mon père était en prison. On ne disait pas. Donc, je jouais, oui, tout ça, oui, ça avait l'air normal, mais j'étais un peu... Il y avait tout un pan que j'évoquais jamais, jamais, jamais. C'était pour moi impossible de l'évoquer. De dire mon père est en prison. C'était interdit. Enfin, je ne sais pas. Donc, c'était une situation... Il y avait très peu de soulagement. Par rapport aux émotions, une chape de plomb, une chape de silence. Moi, je me souviens beaucoup de ça. Et je savais, j'avais compris en fait que quelque chose de terrible était passé, mais je ne savais pas quoi. En fait, moi, et ça aussi, il y a des choses que j'ai écrites que je n'ai pas mises dans les livres parce que je sais pas. Un jour, j'en ferai quelque chose. Mais je me souviens, moi, quand je suis arrivée en France, une des premières choses, mais dans mon souvenir, c'était encore à l'aéroport. Ça faisait 2 ans et demi que je n'avais pas vu ma mère. Une des premières choses que j'ai demandé à ma mère, c'est « Qu'est pasó con Diana ?»
Mais moi, cette question-là, je l'ai eu là pendant 2 ans et demi. J'avais compris qu'il s'était passé quelque chose. Et là, il y a plein de circonstances compliquées. Parce qu'en fait, une petite fille à l'école où j'étais retournée, moi, c'est très compliqué comme histoire. C'est-à-dire que moi, j'allais dans une école, la Escuela Número 10 à La Plata. Donc, c'était mes grands-parents qui m'emmenaient la période au début quand mes parents sont entrés dans la clandestinité, tout ça, qu'ils étaient encore dans un truc un peu bizarre où ils vivaient dans la clandestinité et puis en même temps, moi, j'allais à l'école, ils me mettaient dans un bus, j'allais chez mes grands-parents, ils me conduisaient à l'école, tout ça. Bon, après, je ne suis plus allée à l'école quand j'ai vécu dans la Casa de los Conejos. Après, je suis allée dans une école un certain temps sous un faux nom, une école privée. Bon. Et après, de nouveau, plus aller à l'école. Et puis après, ma mère a réussi à quitter le territoire argentin, tout ça, donc tout ce que je raconte, et elle m'a remise à mes grands-parents. Et je suis retournée dans la même école, la Escuela Número 10, où j'étais allée avant l'histoire de la Casa de los Conejos. Et La Plata, c'est une ville grande et pas si grande. Et dans ma classe, ça, je m'en souviendrai toujours. Et je me souviens toujours du prénom de la fille, je ne me souviens pas de son nom de famille. Il y avait une fille dans ma classe. Après tout ce qui s'était passé, je récupère mon vrai nom. Je retourne. Donc, mon père était en prison, ma mère en fuite, et il s'était passé quelque chose, mais moi, je ne savais pas ce qui s'était passé. Personne ne me l'a dit. Il y a une petite fille qui vient et qui me reconnaît, parce que c'était la fille qui habitait en face de la Casa de los Conejos. Elle était dans ma classe. Elle vient me voir et elle me dit « Qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant, avec la petite fille ?» Et moi, je suis devenue verte. Je dis « Je sais pas. » Et cette fille, elle savait que j'avais vécu dans cette maison. Heureusement, ça, c'est le seul épisode que j'ai raconté à mes grands-parents m'ont demandé comment ça s'est passé l'école. Ils avaient très peur. J'ai dit, il y a une petite fille qui m'a reconnue. Ils m'ont dit, tu as bien fait de nous le dire. Parce qu'en fait, les parents de cette petite fille m'ont dénoncé. Ça, je ne l'ai jamais écrit. Les parents de cette petite fille m'ont dénoncé en disant, voilà, il y a la fille de los subversivos, machin, qui est à l'école. Et en fait, mon grand-père a dû, je ne sais pas comment il a fait, enfin, il a dû s'expliquer, dire oui, on m'a laissé l'enfant, mais ma fille est en fuite, je ne sais pas où elle est. Voilà. Mais on m'a dénoncé, en fait. Donc, mais ça, moi, je l'ai compris. Ma grand-mère m'a dit, tu as bien fait de nous prévenir parce qu'ils ont construit un discours, parce qu'il fallait que... Mais bon, tout ça, c'était des souvenirs horribles. Enfin, moi, donc, non, ce n'était pas un moment normal, super. Non, pas du tout. Mais malgré cela, en dehors de cet épisode-là, mes grands-parents, ils ne parlaient pas. C'est-à-dire, mais je me souviens, les enfants, je ne sais pas, je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Assez souvent, par exemple, il y avait une maîtresse qui était absente et les enfants disaient ah, la señorita desapareció. Ça, c'est des choses, je crois qu'on disait ces choses-là à ce moment-là. C'est-à-dire que les enfants ne parlaient pas de ce qui se passait, mais ils savaient. C'est complètement fou. C'est-à-dire qu'en fait, on savait qu'il se passait des choses horribles, mais on n'en parlait pas. Mais les enfants, souvent, ils disaient, même quand ils n'étaient pas du tout de famille militante, mais ils savaient qu'on était dans un pays où les gens pouvaient disparaître. C'était très angoissant, c'était horrible. Et moi, je me souviens de ça. C'est-à-dire que souvent, les enfants disaient « Ah, la maîtresse, elle n'est pas là. Ah, la maîtresse, elle n'est pas là. Elle a disparu. » C'était fou, ça. Donc, en fait, les gens, ils savaient, puisque les enfants disaient ça. Et Donc, vous aviez vécu en simultané à La Plata au moment de l'assaut à la Casa de los Conejos. Non. Vous étiez à La Plata. Non. C'est très compliqué de ça non plus, je ne l'ai pas écrit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. Ma mère est partie en août 1976. Elle m'a laissée à mes grands-parents. Et moi, à l'époque, j'avais des faux papiers. C'était une histoire. Donc, il fallait que ma mère quitte le territoire. Ma mère a quitté le territoire de manière clandestine en passant par la frontière avec le Brésil, l'Uruguay, Paraguay. Bon. Et mon grand-père,
il m'a laissé à Buenos Aires, et c'est même pas à Vicente Lopez, dans la maison d'une de ses assistantes qui travaillait comme avocate avec lui. Parce que je n'avais pas de papier et il ne savait pas comment me réintégrer à la vie normale. Et je suis restée là plusieurs mois dans cette maison. Ça aussi, je ne l'ai jamais écrit. Donc, je suis restée dans cette maison. Moi, j'attendais. Mon grand-père venait me voir de temps en temps. Mais j'étais une avocate qui travaillait dans son cabinet, qui était une jeune avocate, m'a gardée. Et il ne savait pas comment faire, je ne sais pas. Et puis, en fait, je ne sais pas, j'imagine mon grand-père a fait des déclarations, je ne sais pas, pour dire qu'il avait récupéré cet enfant, qui était quand même l'enfant de quelqu'un qui était recherché. Et moi, j'ai réintégré La Plata durant l'été. Donc, après l'attaque. Après l'attaque qui était le 24 novembre. Voilà, c'est-à-dire que cette attaque qui a été quelque chose de très impressionnant et dont tout le monde se souvient à La Plata, moi, je n'étais pas à La Plata à ce moment-là. Et mes grands-parents jamais ne m'ont dit qu'il s'était passé quelque chose dans la maison où j'avais vécu. Ils n'ont jamais évoqué. Mais moi, j'avais compris à cause de la question de cette petite fille qu'il s'était passé quelque chose, puisqu'elle savait que j'avais vécu dans une maison où c'est pas normal, ou je sais pas. Oui, mais donc, cette fille ne vous a rien dit, elle a seulement posé la question. Elle ne vous a pas donné de réponse. Et cette question était très angoissante et très stressante pour moi, parce qu'elle avait fait le lien entre celle qu'elle voyait et la petite fille de la maison clandestine. Et donc, pour moi, c'était très angoissant, mais j'avais compris qu'il s'était passé quelque chose. La petite fille se référait à vous-même ou à Clara Naï. Non, Clara Naï. Qu'est-ce qui s'est passé avec le bébé? Avec le bébé. C'était ça qu'elle demandait. Qu'est-ce qui s'est passé avec le bébé? Et moi, je disais, je sais pas, mais j'avais très peur parce que j'imaginais pas qu'on allait faire le lien. Pour moi, je savais que j'avais vécu des choses dans un lieu dont je ne devais pas parler, et cette petite fille avait fait le lien entre Laura Alcoba qu'elle voyait et la petite fille de la maison clandestine. Et c'était très angoissant. Donc moi, j'avais compris qu'il s'était passé quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et la question, je n'ai osé la formuler qu'à ma mère. 2 ans et demi après, quand je suis arrivée en France. Parce que c'était, pour moi, inimaginable de poser cette question à mes grands-parents. C'était... Il faut un 4e livre. La psychologie d'une enfant née qui a grandi dans ce genre de circonstances est très particulière. On sait qu'il y a des choses interdites, des choses qu'on peut... moi, je savais qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas évoquer, etc. Et c'était difficile Ouais. Je sais pas. Pour moi, c'était inimaginable que je pose cette question à mes grands-parents, et je ne pouvais poser cette question qu'à ma mère. Mais ma mère, je n'ai pu poser cette question que 2 ans et demi après, parce qu'en plus, on avait une correspondance avec ma mère aussi, donc je n'ai pas parlé. Moi, j'ai beaucoup vécu par correspondance les relations avec mes parents. Quand je suis restée en Argentine et ma mère était en France et mon père en prison, j'écrivais à ma mère, mais j'écrivais des lettres, c'était l'autocensure totale. Déjà, j'étais petite, je ne sais pas très bien, j'écrivais des lettres assez pauvres quand même, j'imagine, mais je disais oui, voilà, j'ai eu telle note, etc. Mais je ne posais pas de questions. Jamais j'aurais formulé une question sur ce qu'étaient devenus les gens avec qui on avait vécu. Mais là, je vois des questions qui apparaissent dans l'espace de conversation. Oui. Il y a une question avant votre arrivée qui se réfère au film. Quelle est votre opinion sur le film La Casa de los Conejos? Parce que on vient de voir la première en Argentine, et Valeria est à Buenos Aires, justement, la réalisatrice. Je sais qu'il y a des personnes dans le groupe qui l'ont rencontrée.
Oui, moi j'aime beaucoup Valéria et elle a mis une énergie folle dans ce film. Donc j'ai beaucoup de respect pour son énergie, la volonté qu'elle a eue d'adapter ce livre. Je trouve, mais je n'ai pas participé directement. Donc pour moi, c'est-à-dire, je l'ai rencontrée. Elle me l'a proposé au début, mais moi, je n'avais pas envie en fait. Je dis, écoute, si tu as envie d'adapter le livre, fais-le et on en discute. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, elle a déployé une énergie folle. Pour moi, le cinéma, c'est un autre langage. Je sais pas. Je trouve qu'il y a des moments très, très émouvants. Mais c'est difficile pour moi de porter un jugement sur. J'ai un grand respect pour la personne, vraiment. Je trouve que du point de vue de la photographie, il y a des choses assez, assez belles. Après, il y a des choses pour lesquelles. Mais je n'ai pas envie de juger son travail. Je sais qu'il y a des choses qu'elle aurait voulu tourner, qu'elle n'a pas pu tourner, parce qu'elle a été embarquée. C'est compliqué, un film. C'est une aventure collective et elle n'a pas toujours maîtrisé tout. Mais il y a des choses très émouvantes. La musique, elle a fait un beau travail, un beau montage. Musicalement, enfin la bande son est belle, voilà. Mais je n'ai pas participé directement. Hein, c'est vraiment le film. Moi, je dis toujours, voilà, c'est le film de Valeria Selinger et c'est quelqu'un qui a une énergie folle. Elle a eu beaucoup de mal à tourner ce film. Elle a mené ça. Il y a eu des moments où je me disais, bon, elle y arrivera pas parce que bon, elle avait peu de moyens, peu de contacts et elle a réussi. Elle a réussi à le présenter dans différents festivals. C'est une belle aventure. Voilà. Mais c'est son Bien. film, hein, pleinement. On a discuté, mais je n'ai pas voulu participer à l'écriture du scénario. Une autre question, comment vous définissez votre genre littéraire, l'autoréférentiel, une sorte de témoignage et une sorte de Non. témoignage? Merci. Témoignage, non. Ça, c'est sûr que non. Oui, je sais pas. C'est-à-dire que moi, je me sers de choses personnelles, mais pour écrire quelque chose en dehors de moi. Ça, donc c'est pour ça que moi, j'aime pas le côté auto. mais en même temps, je le fais. Donc, j'utilise des choses que j'ai vécues, mais je sélectionne. Il y a beaucoup de choses que je coupe. Donc, c'est pas du témoignage. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu raconter que je raconte pas. C'est pas parce que quand je sélectionne, c'est toujours, je me dis bon, est-ce que ça va à la petite fille dont je veux parler et je veux qu'elle existe et donc c'est un travail où je fais une sélection qui est comme celle qu'on fait dans un travail romanesque avec du personnel. C'est-à-dire que moi, justement, l'étudiante que j'ai vue ce matin, je lui disais, voilà, parce qu'elle me posait une question proche, je lui disais, c'est comme, j'avais vu un travail d'une graphiste qui m'évoquait la manière que j'ai eue de travailler pour ces 3 livres. C'est comme si je prenais un album photo réel, des photos de famille, des photos qui correspondent à des moments réels. Et puis que dans cet album photo, eh bien, j'en sélectionne quelques-unes et puis je coupe et je construis et je fais un collage. Voilà. Donc, j'utilise quelque chose. Chaque chapitre correspond à un souvenir très précis. Il n'y a pas de fiction de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses que j'ai inventées pour qu'elles collent ou qu'elles... Voilà. Tout correspond à des souvenirs précis dans la trilogie. Manège, Le bleu des abeilles et La danse de l'araignée. De ce point de vue-là, il n'y a pas de fiction, mais il y a il y a de la construction parce que moi, je veux que ça signifie en dehors de moi. C'est pas parce que ça m'est arrivé que c'est intéressant. C'est intéressant parce que je connais cette matière et ça
parle d'un moment. Et ça parle d'une petite fille qui est moi, qui n'est plus moi. Le fait que des personnes se soient reconnues ou aient reconnu des choses qu'ils avaient vécues, qui étaient proches, pour moi, c'est très, très important. Donc, ce n'est pas du témoignage. Ce n'est pas moi qui parle. D'ailleurs, je ne parle pas aujourd'hui. J'ai revécu en écrivant certains épisodes, mais je les ai disposés d'une manière particulière. Et j'ai beaucoup coupé. Et pour moi, c'est important. C'est-à-dire que je garde seulement les moments qui ont une portée symbolique ou poétique, où je vois quelque chose où je me dis, ça, il faut le garder. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas l'écriture du moi. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec l'écriture du moi. Pourtant, j'ai beaucoup travaillé avec des choses personnelles, mais le but n'est pas l'autobiographie, par exemple, c'est la matière, c'est pas pareil. C'est pas l'objectif, mais c'est le matériau. C'est la boue, le plâtre avec lequel on fait quelque chose. Donc c'est pour ça, le collage de photos personnelles, c'est peut-être ce qui est le plus proche pour expliquer la manière dont je travaille. Et on lève la main pour les... Oui, Monique? Laura, quelle est la motivation d'une personne pour devenir écrivain? Je sais pas. Je sais pas parce que c'est pas. Je sais pas à vrai dire. Moi j'ai vraiment. Bon, pour moi, la littérature, c'est quelque chose d'important, mais comme lectrice aussi, j'ai l'impression que je suis tombée dedans comme ça, à la fois comme lectrice, comme enseignante, comme traductrice. Bon, je vis dedans. Après. Comme je disais à un moment, j'ai eu vraiment besoin d'écrire ces livres-là. Donc, la motivation, c'est pas facile d'écrire. On doute beaucoup. Pour moi, c'est une difficulté. Je m'accroche. J'essaye de mener ça à terme, les livres, parce qu'ils m'importent. Je ne sais pas pourquoi on accorde de l'importance à... Parce qu'on se dit que ça vient... Je sais pas, ça vient prendre une place, mais pour soi, pour les autres, on ne sait pas très bien. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, certains livres que j'ai vraiment éprouvé le besoin de les écrire. Mais je ne sais pas dire au-delà de ça. Ce n'est pas évident de trouver le temps. Moi, je ne vis pas seulement de mon écriture, je ne pourrais pas. Donc, c'est compliqué souvent quand je suis engagée dans un livre de trouver le temps d'écrire. Par ailleurs, je donne des cours, par ailleurs, je traduis, par ailleurs. Donc, je fais un peu trop de choses parfois. Moi, j'adorerais pouvoir consacrer 1 année, 2 années exclusivement à l'écriture. Je ne peux pas. Mais je le fais parce que pour moi, c'est important. Je ne sais pas le dire, mais je pense que toutes les personnes, il y a beaucoup de personnes qui doivent le vivre de cette manière-là, non? Pourquoi on écrit de la musique, pourquoi on peint, pourquoi, je ne sais pas. On a l'impression que ça a un sens. Alors, ça peut paraître... Après, on peut dire oui, quelqu'un peut dire ça n'a pas de sens, je ne sais pas. Mais moi, j'ai l'impression que ça signifie quelque chose et qu'il faut que je le fasse. Mais... Ok, merci. Merci. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui, je crois que... Noémie. Oui, Noémie. Premièrement, je remercie cette opportunité que tu nous avais donnée.
Et ma question, c'est à quel moment de ta vie as-tu décidé d'être écrivaine? Je ne sais pas, à vrai dire, parce que j'ai l'impression que... j'ai publié mon premier livre relativement tard, mais j'étais déjà dans les livres, dans la littérature, j'avais fait des études de lettres, j'écrivais, je m'investissais beaucoup dans mes correspondances. J'ai écrit, est-ce que j'ai commencé à écrire quand j'écrivais à mon père, quand j'écrivais à ma famille, dans cette histoire si compliquée, les relations épistolaires ont beaucoup compté pour moi. Donc j'ai l'impression, mais j'ai vraiment eu conscience de vouloir écrire relativement tard. J'avais déjà 30 ans, enfin. Mais c'est comme si je mettais des mots sur quelque chose qui était là depuis longtemps. Ou que je m'autorisais quelque chose qui était là depuis longtemps. Donc, je dirais que la démarche, vraiment, c'est arrivé tard autour de l'écriture de Manège, donc c'est arrivé vraiment tard. En revanche, j'écrivais pour moi depuis longtemps et les correspondances avaient une très grande importance pour moi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup vécu par écrit des choses très tôt, en raison de l'histoire très particulière qui est la mienne, mais qui est celle de beaucoup de gens qui ont vécu des exils, des déchirements, où il y avait une part importante de ma vie qui se passait par écrit. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est là que j'ai commencé vraiment à écrire. Mais c'est sur ces papiers, ça n'existe plus maintenant. Moi, j'ai gardé toutes les lettres de mon père, de mes grands-parents, de ces feuilles transparentes, presque très fines, comme ce sont des feuilles qu'on ne trouve plus, comme du papier calque, mais très, 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 très fin, parce qu'il fallait que les enveloppes ne soient pas trop lourdes pour que ça coûte pas trop cher, les envois en avion et tout, donc ça faisait vraiment, on écrivait des deux côtés tout petits, et on voyait le texte en surimpression, le texte qu'il y avait au dos, la suite de la lettre. Moi, j'ai l'impression que j'ai commencé, je suis tombée dans l'écrit autour de cette activité qui venait compenser un peu, c'était comme un pansement par rapport à cette histoire si particulière où finalement il y avait toute une partie de ma vie qui se passait autour de la correspondance, des lettres que j'attendais, des lettres que j'envoyais. Et ça, bon, c'est vraiment le centre du Bleu des Abeilles, hein, que l'essentiel peut parfois se passer par écrit, en fait, à distance. Cette relation entre une petite fille et son père qui est sous contrôle, auto-censuré forcément, parce qu'il y a plein de sujets dont on ne peut pas parler, et pourtant, il y a quelque chose de très important qui se joue là. Sur ces petites feuilles qui ressemblent à du papier à cigarette, très très fines comme ça. J'ai l'impression que c'est là en fait que ça a commencé, même si en réalité, oui, je l'ai formulé et mené à terme beaucoup plus tard. Merci. Alice, je crois que tu avais une question à poser aussi. Bonjour Laura. Non, je crois que Laura a répondu la question sur la voix d'enfance. D'accord. Merci. Je voulais une petite question. Oui, pardon, Daniel. Pardon. Oui. Quand je l'écoute à Laura, je pense que quelle chance que dans ce temps, il y avait WhatsApp. Sur la lettre, entre la correspondance, c'est très important. Oui, merci. Oui, c'est vrai. Et la dimension physique de l'échange, qui n'existe plus de la même manière. Moi, avant de commencer à écrire Le Bleu des Abeilles, j'avais toutes les lettres de mon père dans une boîte. Je les ai sorties, je les ai mises par terre, là, ici, là, sur le parquet.
Et ça faisait plein de lettres. Et j'ai commencé à les classer, puis je les ai relus. Et de retrouver ces papiers que j'avais pas tout fins, que j'avais pas eu entre les mains depuis, enfin que j'avais pas regardé, que j'avais pas touché depuis longtemps. Je les avais gardés dans une boîte sans, voilà, et ce travail de m'y replonger, et de les avoir de nouveau entre les mains, c'est vrai que ça a beaucoup compté, ces sensations. Et oui, là, tout est dématérialisé, où on ne peut plus toucher les choses de cette manière-là. Daniel? Petite question, tu écoutes encore Julio Sosa? Pas trop, non, pas trop. Pour moi, c'est vraiment lié à ces années-là. C'était ce qui passait à la radio ou ce qu'écoutait mon grand-père, je ne sais pas. Mais il y a un lecteur argentin qui m'a envoyé un tango de Julio Sosa, lequel, je ne sais plus, qui a été repris il n'y a pas très longtemps par Caetano Veloso dans une une version assez... Nunca, je ne sais plus. J'étais très touchée, très émue d'écouter ça, mais c'est vrai que je n'écoute pas tellement Julio Sosa, non. Andrea? Encore une fois, merci, Madame Alcoba, de votre générosité. Et vous avez dit que c'était une nécessité d'écrire, de raconter cette histoire. Et même si il ne s'agit pas du témoignage, est-ce que vous pensez que votre livre, même si c'est bien sûr de la littérature, peuvent servir pour élaborer la mémoire ou pour contribuer à la mémoire collective et même pour élaborer votre histoire personnelle et votre mémoire personnelle? Merci. Oui, absolument. Et c'est vrai que moi, je reçois beaucoup de lettres, d'emails, de messages maintenant de lecteurs argentins qui souvent me racontent leur propre histoire en relation avec, suite à la lecture souvent de La Casa de los Conejos, mais parfois aussi de L'Azul de las Abejas. Et je vois bien que il y a eu un effort de mémoire aussi, même si j'ai fait quelque chose, ce collage dont j'ai parlé, mais j'ai fait un effort de mémoire et il y a quelque chose où j'ai eu l'impression de revivre des choses et que cet effort serve à mettre en route d'autres mémoires. Je trouve ça très émouvant. Moi, ça m'émeut beaucoup et j'ai l'impression que ça fonctionne pour beaucoup de lecteurs de cette manière-là, où eux-mêmes, ils ont encore des choses liées à ce moment, cet épisode et de l'histoire argentine, parfois pas formulée ou pas, et ils le mettent en mots. Je sais que Valeria Sellinkel, par exemple, c'est ce qui lui a donné envie d'adapter le livre parce que ça entrait en écho avec des choses qu'elle avait vécues enfant aussi, différemment bien sûr, parce que elle n'a pas vécu une situation comme celle qui est décrite dans Manège, mais où elle se souvenait de choses qu'elle n'avait pas le droit de dire, de peur, et elle avait l'impression que ce livre venait aussi entrer en écho avec une histoire personnelle. Et ça, je pense, oui, ça vient résonner avec une mémoire collective, ça c'est certain. Graciela, tu veux poser quelques questions? Graciela et Cecilia. Graciela. Je voulais poser des questions, mais je suis très, très émue par tout ça, toutes les mémoires, par tout ce que vous nous racontez pour la petite Laura et pour sa mère. Pardon, je ne peux pas parler. Bon, elle est très émue. Moi, je voulais dire à Laura
que son écriture est très lumineuse et j'aimerais bien qu'elle nous parle de son amour de la langue française avec tous ces voyelles qui se cachent, avec tous ces accents, avec tous ce point, ce dit. Bon, cette drôle de langue que nous essayons de parler et tu aimes. Tu aimes beaucoup. Tu écris merveilleusement. C'est un grand plaisir de pouvoir lire ton écriture. Merci beaucoup. Oui, donc ça c'est très présent dans le bleu des abeilles, dans la danse de l'araignée aussi. Et je crois que... Alors, parfois, oui, j'ai l'impression, il y a eu parfois des malentendus par rapport à ça, parce que moi, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, j'ai dit oui, sans le français, j'aurais pas écrit. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais alors, tu n'aimes pas l'espagnol, tu n'aimes pas ta langue maternelle, qui étaient fâchés, tout ça. Je dis, non, pas du tout, c'est pas ça. Mais c'est vrai que... qu'il y a une expérience du silence très particulière que j'ai vécu en espagnol et sur laquelle je mets des mots en français. Et pour moi, la langue française correspond à une forme de libération de la parole, ce qui ne veut pas dire que je n'aime que la langue française, parce que je sais que certaines personnes l'ont compris comme ça et m'en voulaient de ça. Bien entendu, il ne s'agit pas de ça, mais c'est vrai que d'être entrée peu à peu dans cette autre langue et d'avoir peu à peu pris confiance par rapport à la parole, le fait que je pouvais parler et que voilà, on n'allait pas disparaître. Ça a créé un attachement très particulier. Disons que la peur de parler, je l'ai quittée progressivement dans une autre langue, qui est la langue française. Donc voilà. Mais j'ai pu mettre des mots aussi sur l'expérience argentine et, en français. Donc l'espagnol est toujours là. L'expérience argentine est toujours là, au cœur de mon écriture, toujours. Mais c'est vrai que j'ai commencé à me défaire de la peur dans cette autre langue. Et d'où mon attachement. Et j'aime beaucoup les sonorités, j'aime beaucoup la musique de la langue. Il y a des auteurs que voilà, je lis très lentement, moi. Quand je lis une phrase, je l'entends dans ma tête. J'aime beaucoup la musique de la langue française, c'est vrai. Alors, j'ai des auteurs fétiches comme ça que j'aime énormément. Je pense que je ne serais pas capable d'écrire en espagnol, même si l'espagnol est ma langue maternelle et j'écris des choses parfois universitaires. Mais quand il s'agit quand l'écriture est liée au plaisir, elle arrive en français. Mais même si elle est connectée toujours avec des émotions argentines et des émotions qui ont eu lieu en espagnol ou qui sont connectées à l'espagnol. Donc c'est un peu étrange. mais je suis très attachée, oui, à la langue française pour ce qu'elle m'a apporté, ce qu'elle m'apporte, et puis pour voilà, la peur de parler que j'ai découverte ici. Voilà. Merci. Est-ce que vos enfants parlent espagnol? Un peu, mais c'est vrai que c'est-à-dire qu'ils l'entendent beaucoup. Parfois, ma fille souvent réclame, disons, qu'on parle en espagnol et on le fait, mais on parle beaucoup en français, c'est vrai. Mais moi, je parle espagnol avec ma mère, donc dès qu'on a des situations familiales, les deux langues sont là. Hein. Moi, j'ai une question par rapport à l'ordre des chapitres, Oui. et surtout dans le bleu des abeilles et dans la danse de l'araignée. Est-ce que vous aviez et c'est moi, Monica, qui pose la question, parce que je crois que vous me cherchez. Oui, non, ça y est. Ça va. Et est-ce que vous avez suivi une détermination? Est-ce qu'il y a un fil
invisible qui les relie. Comment avez-vous décidé de cet ordre-là? Oui, il y a toujours des raisons. Après, il faudrait que je... Oui. Il y a... déjà, la danse de l'araignée est tendue vers la libération du père. Donc, il sort de l'aéroport comme s'il sortait d'une araignée géante, parce que il y a cette image je ne sais pas si des tuyaux. voilà, C'est pratiquement les tuyaux qui, oui, transparents, en verre. Des tuyaux transparents qui à l'époque étaient voilà, ce terminal d'aéroport qui était le sommet de la modernité, et aujourd'hui ça ne l'est plus, mais il y avait ces tuyaux transparents. Donc le père il sort, donc il y avait cette image finale. Je savais qu'elle devait être là, et puis que je devais poser l'araignée, qui correspond à un échange réel que j'ai eu avec mon père. Ça vient vraiment de la correspondance, l'Alagna Pochita, tout ça. Donc on a échangé beaucoup autour de ça à la fin de son incarcération. Donc j'ai pioché, disons, cette anecdote, et je me suis dit, voilà, c'est l'araignée. En fait, c'est lui. Tout d'un coup, je voyais mon père sortir de l'aéroport, et je dis, mais c'est l'araignée, en fait. L'araignée dont il me parlait, cette cage que moi, je voulais aussi avoir pour que l'araignée sorte de sa cage. Eh bien, en fait, c'est mon père qui est sorti de la prison, enfin. Donc la construction s'est faite là sur ces deux, disons, pôles, entre ces deux pôles. Et puis après, il y a aussi les mercuriales, n'est-ce pas? La lumière des mercuriales qui revient à la fin, qui est au début dans l'image de la boussole. Oui, tout à fait, parce que les mercuriales, en fait, il y a 2 tours. Je ne sais pas si vous voyez les mercuriales, il y a 2 tours. Il devait y en avoir 4. Donc il y a Ponant et Levant, et il manque le nord et le sud. Donc cette demi-boussole, cette boussole tronquée, voilà, il manque quelque chose. Pour moi, ça signifiait il fallait le poser dès le départ aussi. Voilà. Donc il y a la boussole, assez vite l'araignée. Voilà. Après, les choses viennent prendre place. Je sais que dans le bleu des abeilles, je voulais arriver assez vite. Bon, ça n'arrive pas tout de suite, mais ça doit être quand même relativement vite, le livre de Maurice Maeterlinck. Et puis, il fallait que je pose à la fin les fleurs bleues et Raymond Queneau. Donc voilà, donc en général, souvent les choses, il y a 2 pôles, et puis après... dedans, je pose les différents chapitres. En termes de construction, oui, c'est toujours très... voilà, tel que je le sens, tel que mais souvent, il y a des échos, en fait, d'un bout à l'autre, au début et à la fin des livres. Même dans Ma Neige aussi, ça fonctionne comme ça. La lettre... le texte commence par une lettre, en fait, à Diana. Tu dois te demander, Diana, etc. Cette lettre... Une lettre à une absente. Une lettre à une absente. Cette lettre, c'est la dernière chose que j'ai écrite, en fait. C'est la première page, mais c'est la dernière chose que j'ai écrite. Et je voulais que tout le livre soit une lettre, mais ça, c'est la dernière chose que j'ai trouvée. Je l'ai trouvée sur le quai de RER, en allant à Nanterre. J'étais sur le quai du RER, et je me vois encore, je dis, mais en fait, tout ce livre, il faut que ce soit une lettre. Mais et je ne sais pas si on le voit bien, mais parce que la lettre, c'est au début, et à la fin, je m'adresse de nouveau à Diana. Et en fait, le livre est une lettre. Mais ça, ce début et cette fin, c'est la dernière chose que j'ai trouvée, en fait. J'ai écrit les chapitres comme ça, c'était des flashs, et puis peu à peu, voilà, ils ont trouvé leur place. Et puis finalement, la forme finale, enfin le début, la fin, c'est vraiment à la toute fin de l'écriture que je l'ai trouvée.
une longue lettre à Diana. Oui, et en fait, ça entre en écho avec le bleu des abeilles et la danse de l'araignée, mais je savais pas encore parce que je savais pas encore que je ne savais pas encore que j'allais les écrire, mais en fait, la correspondance est partout. En fait, ce sont des lettres et la première est une lettre. Le premier livre est une lettre, en fait. Mais cette forme de la lettre, je l'ai trouvée voilà, juste avant de finir le livre. Oui, parce que dans le premier livre en plus, il n'y a pas les chapitres n'ont pas de nom. Oui. Ça, comme dans le deuxième, le troisième, chaque chapitre porte un nom, c'est le nom justement comme d'une image, d'une photo pratiquement. Et dans le premier, non. Oui, tout à fait. C'est des nombres. Oui, tout à fait. Mais en fait, l'ordre des chapitres, c'est un ordre que je trouve après. C'est pas du tout le sens de l'écriture. C'est-à-dire que le premier chapitre que j'ai écrit, j'avais écrit des petits éclats, les souvenirs, des petites phrases comme ça, 2-3 phrases à chaque fois, de quoi je me souviens. Et voilà, j'avais des petites images. Mais le premier chapitre que j'ai écrit, c'est celui sur El Embute. Parce que je me dis, mais le mot qui me vient, c'est un mot que peu de gens comprennent. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Et en fait, c'est un des premiers chapitres que j'ai écrit, qui s'est trouvé au milieu du livre. Et qui est le seul chapitre où a subsisté la voix adulte, en fait. Mais pour moi, c'était important de le garder. Ce n'est pas l'enfant qui dit ça. C'est la voix adulte. Cette voix que j'ai coupée, eh ben, le seul endroit où je l'ai laissée, c'était autour de ce mot. Parce que moi, je me disais, le fait que le premier mot qui me vienne soit un mot en espagnol, mais pas seulement un mot en espagnol, un mot du jargon, d'un jargon que peu de gens comprennent, etc. C'était toute la difficulté de ce livre. Et pour moi, c'était important de le garder, là, pour le coup. C'est tout à fait symbolique. C'est tout à fait symbolique. Ouais. Voilà. Oui. Mais bon, on a dépassé un peu le temps, non? Je vois, en fait, on nous parle. Mais je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Susanna, oui. Bonjour. D'abord, je veux vous remercier pour tout ce que nous avez dit et ton expérience, que c'est très intéressante. Et je voulais savoir comment te sens-tu chaque fois, maintenant que tu es une adulte, quand tu reviens à l'Argentine, qu'est-ce que tu sens, comment es-tu chaque fois que tu viens ici? J'ai un grand plaisir à retourner en Argentine. Ça fait longtemps avec la pandémie et dernièrement, voilà, ces derniers temps, ça fait plusieurs années que je ne suis pas allée en Argentine, mais j'ai toujours un grand plaisir à aller en Argentine. J'ai l'impression que l'écriture m'a beaucoup aidée à me sentir de nouveau bien en Argentine et je le fais de manière assez apaisée, assez heureuse quand j'ai l'occasion de le faire. J'ai l'impression que l'écriture m'a aidée à avoir une relation apaisée avec l'Argentine et pour moi, c'est toujours un grand moment de plaisir. Oui. Merci. Je crois qu'on va finir et j'aimerais qu'on finisse. Et Laura Alcoba nous a donné aujourd'hui beaucoup de mots. Et elle a parlé, elle ne s'est pas tue, elle nous a raconté même des secrets, des choses qu'on ne savait pas, qui n'étaient pas dans ses livres. Alors, est-ce que on pourrait offrir un mot à Laura Alcoba? Un seul mot, lui offrir un mot après ce moment vécu. Moi, je dis lumière. Merci. Merci beaucoup. Noémie? Générosité. Générosité, oui. Je dis exemple. Exemple de vie. Plaisir.
un mythe très émouvant. Alejandra? Pour moi, c'est la paix. Elle transmet de la paix. Merci. Pour Caroline et Susanna? Oui. Pour moi, c'est guérison. Émotion. Pour moi, c'est l'espoir. Pardon. Émotion, Alice, tu as dit émotion. Non, moi, je dirais compréhension. Compréhension. Oui. La otra Alicia a dit émotion. Ah, la autre Alicia, émotion, émotion. Moni? Moi, je dis l'espoir. Pardon. Espoir, espoir, très bien. Merci Caroline. Espoir. Oui, l'espoir et la joie de vivre. La joie. Bien, bien. Et la joie de vivre. Moi, je dis la mémoire. Merci. Moi, je dis souvenir. Oui, souvenir, vivencia, mucha vivencia. Resiliencia. Résilience. Résilience. Conmotion. Commotion. Laura? Bien. Ah oui, Graciela, tu veux quelqu'un? Oui. Une ode à la langue française. Ode à la vie. À la vie et à la langue, oui. Il y a la mémoire. Merci beaucoup. Je suis très touchée par cet échange, ce dialogue qu'on a pu établir par-dessus l'océan. Et donc, merci beaucoup. Je suis vraiment très touchée et j'espère nous aurons l'occasion de nous voir peut-être en vrai, de manière présentielle, comme on dit aujourd'hui. On est habitué au distanciel, donc de manière présentielle peut-être à Buenos Aires. Et dans la forêt. Oui. Donc, on applaudit encore. Merci. Merci à vous. Merci à vous tous et vous toutes et à une prochaine, j'espère. Merci. À une prochaine, Laura. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Et merci beaucoup. Merci, Laura. Merci. Au revoir. Au revoir. Je suis tellement émue. Merci, Monique. Moi aussi. Merci Monique, c'est une expérience. Merci Monique pour avoir donné cette expérience extraordinaire. Excellente. Vraiment. Excellent. Oui. Magnifique. J'étais émue au point de larmes. Oui, je ne sais pas si tu l'as vu, mais... Oui, moi en ce moment, je peux... oui. Je peux laisser sentir mes larmes. Après avoir vu le film, la fin du film, c'est terrible. Elle a résonné ici. C'est terrible. Bon, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour votre sensibilité, pour être présent. Je vous remercie pour la lecture, pour l'acte de lire, qui est un acte libérateur, qui nous conduit toujours vers la beauté, vers la guérison, vers la renaissance. Oui. Je vous remercie. Merci Monique, merci à toi. Oui, merci pour le plaisir d'apprendre en français notre histoire. Ah, c'est ça.
c'est ça, notre histoire en français. Oui. Oui, c'est très c'est bien. ça. Merci, merci. C'est vrai pour nous aussi, c'est très douloureux. Et des fois, on peut parler de cette histoire seulement en français. Et, oui. Bon. On se revoit bientôt. On se revoit bientôt. Au revoir.